Des fondements à un effondrement. Je vais aujourd'hui vous parler du sujet qui, oui, certes, divise la communauté des historiens et historiennes, mais également celle des collapsologues. Je ne suis pour ma part ni l'un ni l'autre. Je me permets toutefois, dans ma petite subjectivité, de vous parler de ces sujets-là que je juge importants, sans prétendre être pertinent sur le sujet. Libre à vous, si vous n'êtes pas en accord avec mes propos, de venir commenter, d'aimer ou au contraire de ne pas aimer ce que je fais. Je ne vous demande pas de suivre bêtement mes paroles, mais au contraire d'avoir un esprit critique. Merci d'être là, je suis Étienne et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'UNIR, l'Union Nouvelle Inclusive et Résiliente. Je me serai pour ma part intéressé à plusieurs sujets, dont les fondements de ce système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle et qui remonte à une certaine époque. Une époque qui ne parvient pas à créer un consensus. Ceci en est ma version et je vous le répète, je ne prétends pas ici à la vérité. Personnellement, je fais donc remonter les débuts de ce système à Francis Bacon. Francis Bacon, en l'honneur de qui la Royal Society fut fondée, Royal Society à laquelle appartenait Newton par exemple, et les travaux de Bacon qui étaient déjà un petit peu en phase avec ceux de Nicolas Machiavel, célèbre pour son ouvrage du Prince de Machiavel, et qui prône un certain rationalisme, un détachement. Descartes plus tard approfondira cette notion, et tout comme Aristote donna son nom aux aristocrates, Descartes lui donnera son nom aux cartésiens. Je vais m'exprimer davantage sur ces fondements avant de plus tard faire une transition vers un effondrement. Si je dis pour ma part que le capitalisme tel qu'on peut l'appeler aujourd'hui ou néolibéralisme, bien que le néolibéralisme soit beaucoup plus récent, le capitalisme qui formera les prémices de ce système, je le fais ainsi remonter à Bacon ou Machiavel. Et la raison derrière cela, c'est que je pense personnellement que cette orthodoxie scientifique qui émerge à partir de ces années-là, ortho, la manière droite, doxa, la pensée, c'est donc une manière droite, une manière juste de penser en termes scientifiques. Ceci, bien sûr, pourrait faire l'objet d'une série à part, d'un audio à part, mais il en reste que, selon moi, cette mouvance d'orthodoxie scientifique est profondément reliée à l'émergence de notre système actuel. Ce rationalisme pousse à l'extrême et donc, selon mon point de vue, une des principales causes de l'émergence de ce système actuel. Il aura bien sûr évolué, il se sera adapté. Ce serait donc au XVIe siècle, autour, alors qu'une révolution scientifique s'installait peu à peu parmi l'élite, révolution qui donnera plus tard, au siècle des Lumières, le XVIIIe, un accès plus large à la connaissance, même si cela restait très limité. On aura entre-temps, entre Bacon et nos jours, divers penseurs du libéralisme comme Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill ou encore Adam Smith avec La main visible et son célèbre ouvrage de la richesse des nations. Peu à peu donc, malgré de nombreuses tentatives populaires d'empêcher l'émergence de ce système, celui-ci verra le jour. Et il verra le jour en reprenant les codes de l'orthodoxie scientifique qui, pour sa part, place l'humain au-dessus du reste du règne animal, végétal, minéral, pour ainsi mettre l'être humain comme une espèce à part, n'appartenant pas à la nature mais devant la dominer. Et c'est cette idéologie-là qui donnera du potentiel à ce système capitaliste. Si j'en retourne au siècle des Lumières, avant de rebasculer plus tard, c'est à partir de ce moment-là que des révolutions éclateront.
des révolutions qui verront l'émergence de nos dites démocraties dans lesquelles nous serions encore en train de vivre. Malgré cela, et ceci ne se veut pas qu'une critique du système, bien qu'ici je n'apporte pas de solution, il s'agit plutôt d'analyser historiquement et plus tard les possibles conséquences. Je ferai sûrement à un moment donné une vidéo, voire plusieurs, dédiées à la démocratie en tant que telle. Ici, pour moi, l'objectif n'est pas de ressasser chacun des événements qui se seront déroulés entre l'émergence de cette orthodoxie scientifique et non plus religieuse, jusqu'à nos jours. Il s'est passé beaucoup trop de choses que je ne peux pas donc résumer en l'espace de quelques minutes, quelques dizaines même de minutes. Cela prendrait des jours. Et de toute façon, il en resterait que cela n'est que mon point de vue. Je vous rappelle ici que vous êtes donc sur la chaîne d'Unir, vous l'auriez vu, et Unir a besoin de vous pour subsister, pour continuer ses travaux, son œuvre politique. Je suis Étienne et ceci était un petit message pour vous inviter, si vous le désirez, à supporter la chaîne. Merci. J'aime pour ma part beaucoup cette citation de Martin Luther King dans les années 60 qui nous disait « C'est le capitalisme sauvage pour les pauvres et le socialisme pour les riches ». Le capitalisme, évidemment, aura, comme je le disais très brièvement plus tôt, il aura évolué. Il sera passé d'une phase à une autre, d'une phase d'un rationalisme plaçant l'être humain au-dessus et disant très brièvement que l'être humain doit dominer la nature jusqu'à un système libéral poussé par certains intellectuels, libéralisme qui cédera ensuite au néolibéralisme jusqu'au capitalisme sauvage, au capitalisme de surveillance et puis différents stades de son histoire, certes très brève, puisque à l'échelle cosmique, il ne s'est déroulé qu'une seconde entre la redécouverte du continent dit américain jusqu'à nos jours. Là aussi, je pourrais reparler éventuellement de ce calendrier cosmique qui nous place dans l'histoire de l'univers. Le capitalisme est donc une idéologie qui se veut alors rationnelle, plaçant l'être humain au-dessus des autres et même jusqu'à placer des humains au-dessus d'autres êtres humains. Le capitalisme, par la suite, est un système qui donc crée des inégalités, mais qui, en théorie, apporte les chances à tout le monde, par différents biais, comme l'éducation, la possibilité pour tout le monde de faire de l'argent, mais cela ne s'arrête le plus souvent qu'à la théorie. Par capitalisme, à ce jour, on entend surtout un système dirigé par le capital financier, la libre circulation des capitaux, et ce, plutôt que la libre circulation, même si elle n'est pas exclue, la libre circulation des idées, des informations, etc. Ici, j'aimerais en revenir à une idée qui a émergé avec une écrivaine, enseignante à Harvard, professeure de psychologie. Il s'agit de Shoshana Zuboff, qui théorisa le capitalisme de surveillance jusqu'à en être qualifié de Marx moderne. C'est le stade où nous en serions rendus, bien que je ne vais pas trop m'éterniser sur la question qui là aussi est complexe et dont je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Mais brièvement, il s'agit d'une forme de capitalisme dirigée par les données que nous fournissons en permanence à des oligopoles que l'on appelle GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ces gens de la technologie numérique ont entre leurs mains des quantités faramineuses de données à notre sujet et sont ainsi capables, avec des partenariats qui se seront faits avec différents États au fil des années,
la capacité de nous maintenir dans un état de servilité. Et selon moi, pour faire cette transition vers un effondrement, il ne nous resterait que peu de temps pour renverser le système actuel, et ce, malgré les mouvements de révolte qui commencent à nouveau à émerger depuis la pandémie. Ce qui m'inquiète personnellement, et c'est pourquoi je dis que je suis en partie là pour apaiser les souffrances en cette période de transition, c'est justement les souffrances qui découleront d'un effondrement non anticipé, non désiré, subi. Parce que l'effondrement, qu'il arrive d'une façon ou d'une autre, finira par arriver. Quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, bref. Il en reste que là, un effondrement peut être plus souhaitable qu'un autre. Un effondrement choisi est beaucoup plus souhaitable en soi qu'un effondrement subi. Pourtant, avec tous ces biais cognitifs qui nous régissent au quotidien, bien qu'il soit difficile selon mon prisme de passer outre ce système du jour au lendemain. On est attaché à toutes sortes d'éléments de ce système qui nous maintient dans un état de confort, du moins jusqu'à un certain point en Occident, avec l'accès aux soins, à une nourriture mondialisée, à bas coût ou autre. Et par autre, je veux ici parler de tous nos biens matériels et en particulier les outils numériques technologiques qui, là encore, nous maintiennent dans un état de servilité parce qu'il est devenu facile, au fil du temps, d'immiscer des messages au creux de nos cervelles par des biais inconscients pour nous maintenir chez nous plutôt que de faire la révolution. Je pense donc, en voulant ici spéculer sur un effondrement, que celui-ci, puisqu'il va arriver dans une période de temps que je ne peux pas calculer, bien que le rapport Meadows, lui, prévoyait un effondrement dans les années 2020-2030, je pense donc que l'effondrement qui nous guette sera davantage subi que choisi, même si cela en soi peut être considéré malheureux ou quoi que ce soit. Et je ne vous dis pas ça en ayant la science infuse, en connaissant le futur ou quoi que ce soit. Mais l'effondrement, puisqu'il doit arriver, car ce n'est pas une question hypothétique, il va arriver, l'on ne sait juste pas encore quand. Ce système qui aura défié toutes les limites planétaires en faisant fi de la nature et des êtres vivants, dont les humains eux-mêmes, puisque seule une élite dirige, ce système court droit au mur et nous entraîne avec lui vers l'abysse. Mais nous avons encore l'opportunité de nous lever. Il n'est jamais trop tard. Tard, c'est selon ce que l'on décide ou non de préserver. Il est trop tard pour préserver certaines espèces, mais il n'est pas trop tard pour enrayer certains torts qui auront été causés par le système qui, pour ne pas être que blanc ou noir, aura aussi apporté des aspects bénéfiques à l'ensemble de la population, ou presque. Le système capitaliste n'est pas mauvais par définition, bien que pendant une large part de temps, pour ma part, je l'aurais détesté, j'ai au fil du temps appris à voir ses bons aspects, tout autant que ses mauvais, qui, oui, certes, sont plus nombreux, selon ma conception, selon la conception de beaucoup. Et pour conclure cet audio, je vous dirai, un effondrement n'est jamais que le début d'autre chose. Ce n'est pas une fin en soi. Un effondrement est une opportunité de mieux recommencer. Les effondrements auront caractérisé les sociétés humaines depuis des millénaires. Et ceci, bien qu'aujourd'hui cela soit à une autre échelle, ceci est une opportunité de mieux recommencer. Mais, pour ma part, j'essaie d'être là pour limiter les pertes. Les pertes qui, oui, sont dures,
semblent inatteignables, mais chaque chose en son temps, un jour à la fois. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas une fois de plus à supporter la chaîne d'Unir, de cette union nouvelle, inclusive et résiliente, afin que d'autres audios soient réalisés, afin aussi que Unir puisse prendre, bien que cela ne soit pas dans un but égoïste, qu'Unir puisse prendre davantage d'ampleur d'ici 2027. Une fois encore, merci. C'était Étienne pour Unir. À bientôt. Ciao.